Spoiler, l'avion vert n'existe pas et c'est de la grosse foutaise. Hey Yves Roucotte, salut. 1, le climat s'est déjà réchauffé. Et 2, c'est à cause des humains. Apparemment l'histoire bégaye. Sympa ici. C'est trop mignon. Trop cool que vous ayez déterré cette archive. Donc ça, c'était en 2013. J'étais étudiant en Angleterre en année Erasmus et je faisais partie d'un concours un concours pour jeunes journalistes du Monde qui s'appelait le Monde Academy. Et donc pendant un an, j'étais un peu correspondant slash pigiste pour le Monde. Et donc ça, je crois que c'est le premier papier que j'ai fait pour eux et qui était sur des scientifiques de l'université de Newcastle qui avaient mis au point un système d'alerte très discret pour que les femmes puissent alerter les secours si elles étaient victimes de violences conjugales. Et ouais, je crois que c'était ma première publi dans le monde et ça, vous pouvez être sûr que chez ma mère, il y a un gros classeur avec tous les papiers que j'ai faits qui sont parus dans la presse et celui-là, très clairement, il est dedans, j'ai assez peu de doutes là-dessus. Voilà, très chouette. Et à l'époque, c'était mon rêve absolu de travailler pour Le Monde. Et maintenant, je suis très heureux de faire mon propre truc, mais voilà, ça reste un journal que je lis toujours beaucoup et que je respecte beaucoup. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Berlin. La conférence de Berlin, la COP en 95. Ah ouais, gros délire. 120 pays participants, et ben, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Je sais pas si c'est forcément une excellente nouvelle. Et donc ça, c'est quoi? L'affront des pays pétroliers menace la Réunion sur l'effet de serre. Ah ouais, dis donc, apparemment, l'histoire bégaye. On est 30 ans plus tard, quasiment 30 ans plus tard. Et on peut dire que les COP n'ont pas accouché de grand-chose. C'est assez marrant de voir effectivement déjà les lobbies pétroliers qui sont à la manœuvre. Bon, sans doute, hein, les lobbies pétroliers savent depuis les années 70 quelle est leur responsabilité dans la crise climatique. Mais bon, voilà, il y a quand même un truc à dire sur les conférences sur le climat. Ok, il y a les lobbyistes, ok, il y a plein de pays qui accouchent de décisions extrêmement tièdes. Mais on peut quand même dire que s'il n'y avait pas les conférences sur le climat, ce serait pire. Donc ça, c'est quand même assez documenté. C'est quand même des événements qui, en tant que citoyen, moi je comprends que tu vois un truc comme ça, tu as envie de te tirer une balle. Et quand moi je vais couvrir des conférences sur le climat, là j'étais à la COP28 à Dubaï. En tant que journaliste, c'était ouf. Parce qu'en fait, en plus le lieu, c'était le lieu qui avait accueilli l'exposition universelle 2 ans plus tôt, il me semble. L'endroit était incroyable. Il n'y avait jamais eu autant de monde à une COP. Ce qui fait que c'était vraiment la foire fouille, notamment la foire au greenwashing. Enfin voilà, j'ai écrit des papiers là-dessus. C'était vraiment une dinguerie, un niveau de greenwashing vraiment jamais atteint avant. En tant qu'humain, alors à la fois le cœur des négos, c'était un petit peu déprimant. Alors il y a un accord qui dit qu'il faut un peu tourner le dos aux énergies fossiles. Bon, c'est intéressant, c'est mieux que ce qu'on avait avant, mais c'est totalement insuffisant. Mais alors Dubaï, comme endroit, je recommanderais à tout le monde de ne pas y aller. C'est vraiment le pire endroit sur Terre. C'est-à-dire que c'est un désert où tout le monde fait pousser des gratte-ciels de manière totalement chaotique, et ça repose sur deux choses, la surexploitation de pétrole et la surexploitation de travailleurs pauvres d'Asie du Sud. Et donc c'est vraiment, on est dans la matrice, mais on est dans le Truman Show, mais tu verrais tous les câbles qui pendouillent, tu vois. Tu vois vraiment à quel point tout est factice. Et donc Dubaï est mon endroit le moins préféré sur Terre officiellement depuis la COP28. Ouais. Hey Yves Roucotte, salut. C'est très gentil d'avoir pensé à moi avec cette petite interview d'Yves Roucotte dans le Figaro. Alors, il y a deux choses. Par quoi on commence là? Science et vie, énigme et menace, le climat de demain. C'est le Science et Vie de 1979. Ok, d'accord. Ça fait des décennies et des décennies qu'on en parle. Et on en arrive toujours à trouver des dingueries comme Yves Roucotte, que j'ai pas envie de vous présenter parce que j'ai vraiment la flemme et qu'il ne mérite pas d'être plus connu que ça, qui font des interviews. Ce qui est complètement ouf, c'est que là, c'est une interview d'une journaliste qui lui pose des questions, c'est même pas une tribune ou un truc où il est en train de se lâcher tout seul dans son coin. Et il sort des folies. Voilà, l'humanité a un rôle dérisoire dans la crise climatique, c'est une galéjade. Le mot dérisoire revient plusieurs fois.
Ça, c'est désespérant parce qu'on est en juin 2022, c'est le moment de la première des 4 vagues de chaleur qu'il va avoir cet été-là qui va être complètement ouf. Hein. L'été 2022, on a battu vraiment tous les records, on a battu les records des records. Et de voir le Figaro qui invite des gens ouvertement climato-sceptiques avec une interview méga consensuelle où il n'y a aucune remise en question, on le met jamais devant des faits scientifiques parce que pas le time. Ça, c'est désespérant. Le problème, c'est qu'on trouve ça dans un quotidien national qui a une responsabilité particulière sur la compréhension qu'a le public de ces sujets-là. Donc ça, c'est vraiment dramatique. La bonne chose, c'est que le Figaro est un contre-exemple un peu aujourd'hui, je trouve, dans la presse, et que beaucoup de médias, notamment traditionnels, font un bien meilleur taf, sont vraiment montés en niveau. Parmi ceux qu'on peut citer, qui étaient déjà bons avant, mais qui s'améliorent encore, il y a Le Monde, Libé fait un super taf, France Télévisions, Radio France, ils sont aussi montés en niveau là-dessus, même si on peut toujours considérer que ça ne va pas assez vite. Alors, on était en 2019, moi j'étais journaliste pigiste sur les sujets environnementaux, et tous les jours j'avais l'impression de devoir lire beaucoup de journaux différents pour avoir saisi les principaux sujets sur l'écologie. À l'époque, encore plus que maintenant, la presse sur l'écologie fonctionnait vraiment en silo, et donc on n'avait qu'une partie de certaines infos à droite à gauche. Et donc moi, il me semblait que ça pourrait me servir en tant que journaliste, moi, d'avoir un média qui fasse un genre de revue de presse ou de veille généraliste sur l'écologie. À cette époque-là, moi j'étais pigiste, très mauvais pigiste, mais vraiment très 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 nul. J'arrivais pas à vendre des papiers, j'avais vraiment, enfin je supportais très mal les refus, j'étais pas très créatif parce qu'en plus ça faisait pas très longtemps que je bossais sur ces sujets. Et donc je me suis dit, mais en fait, il faut un média qui fasse ça pour moi. Et de toute façon, comme j'ai aucune thune et que je suis en fin de droit au chômage et que dans 1 mois et demi je suis à Pôle emploi, enfin au RSA, parce que c'était vraiment ça l'échéance, et que je m'étais dit, bon tu sais quoi, le journalisme j'ai essayé, j'y arrive pas, je suis un gros galérien, je vais faire autre chose. Et donc, quand l'idée m'est venue, je me suis dit, bah, j'ai pas de bonne raison de ne pas le faire. Donc, je vais pas commencer à me torturer l'esprit de est-ce que c'est le bon moment, est-ce que machin. J'ai tout de suite lancé un truc. Et notre but, c'est vraiment de raconter toutes les infos sur l'écologie de manière simple et funky. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire tabasser d'informations terrifiantes et de ne pas savoir comment je peux agir. Il faut vraiment qu'on arrive à faire en sorte que ça arrive jusqu'aux oreilles des gens et qu'ils aient envie de continuer à lire, à s'informer sur le sujet pour ensuite se mettre en mouvement. Donc moi, je me bats pas pour l'écologie, je me bats pour une meilleure information sur l'écologie et pour que les gens aient les infos et se mettent en mouvement. Bah, c'est cosy dans cette cave. Alors, qui je regarde? Ouais, alors la fin du mois, fin du monde, c'est un peu un slogan de manifestation de marche climat et de manifestation sociale de manière générale. C'est l'idée selon laquelle, en gros, on peut pas juste se préoccuper du climat sans se préoccuper de justice sociale et vice-versa. Les sujets sociaux, c'est vraiment mes premières amours, c'est ça qui m'a intéressé avant que je m'intéresse à l'écologie. Et c'est vraiment pendant la crise des Gilets jaunes que j'ai pris conscience du fait que ces deux sujets-là, en fait, étaient le même sujet posé de deux manières différentes. Et donc, voilà, en gros, je me suis pris de passion pour l'écologie, mais j'ai évidemment toujours cette fibre sociale en tant que journaliste. Il y a plus de 200 médias qui ont signé ce texte, en plus des 1800 journalistes ou 2000, j'ai pas le compte exact aujourd'hui. Ce qui est hyper intéressant en fait, c'est que cette charte, quand elle est sortie après l'été 2022, elle a provoqué une grande conversation dans le paysage médiatique. Parmi les médias qui n'ont pas signé, il y en a plus beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas au moins fait un texte un peu similaire et qui n'ont pas pris des engagements sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de médias qui ont entrepris des grands plans de formation auxquels on participe avec d'autres confrères et consoeurs. Et donc ça, c'est déjà un des effets en fait extrêmement positifs de cette charte. Ensuite, on a constaté que dans les médias qui ont signé cette charte, il y a pas mal de difficultés de mise en œuvre et on peut s'en douter. Hein, voilà, c'est pas parce qu'un média a signé ça que d'un coup tous les chefs notamment ont considéré que c'était le sujet majeur et sont montés en compétences hyper vite et ont changé leur manière de considérer le journalisme. Mais en tout cas, on considère que voilà, il y a quand même des effets plutôt positifs. Ce qui est marrant, c'est que plusieurs fois, je suis arrivé sur des plateaux télé ou radio et on m'a présenté comme un militant. Ce que je ne suis absolument pas, j'ai aucun lien avec aucune asso, aucune ONG, aucun parti politique. Être militant, c'est pas un problème. Par contre, quand on qualifie un journaliste ou un scientifique ou que sais-je de militant, là ça devient un problème. Et donc en fait, c'est un peu un saut d'infamie dont on frappe des gens qui parlent d'écologie pour essayer de les disqualifier, de tuer leurs paroles. Et en fait, c'est vraiment dramatique, et notamment dans ça d'une partie de la profession, parce qu'en fait,
Alors, vert, mais encore plus les scientifiques du GIEC, ce qu'on raconte, c'est vraiment des faits scientifiques établis, c'est absolument pas, on donne pas notre avis, on n'est pas là pour faire des éditos qu'on peut avoir dans d'autres médias d'ailleurs, où on y va un peu au doigt mouillé, on raconte un peu ce qui nous fait kiffer. Alors, il n'y a pas que cette étude, hein, franchement, année après année, étude après étude, on tourne toujours à peu près sur le même chiffre. Il y a 40% de la population qui est plus ou moins climato-sceptique. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 40% des gens qui pensent qu'il n'y a pas de changement climatique et que tous les scientifiques mentent. Par contre, ça veut dire qu'il y a 40% de la population qui n'a pas compris deux choses. Un, le climat s'est déjà réchauffé. Et deux, c'est à cause des humains. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, une défaite colossale à la fois du monde médiatique, des journalistes, mais aussi de l'éducation nationale. S'il y a 40% de la population qui a même pas compris la base du problème, franchement, comment est-ce qu'on espère qu'on va trouver des solutions, quoi? Notre rôle, c'est pas, encore une fois, c'est pas juste de donner des infos comme ça, parce que c'est cool de faire un journal qui parle d'écologie, ou de faire un grand média qui accessoirement parle d'écologie. C'est vraiment comment on outille les citoyens pour qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils soient capables de prendre des vraies bonnes décisions qui nous font dévier de l'abîme vers lequel on est en train de se diriger vraiment à toute berzingue, quoi. Oh là, si on avait qu'un. Non, non, alors, le climat, ça commence à prendre un petit peu, les problèmes. Par contre, les solutions et comment on va s'adapter, ça c'est un gros enjeu, hein, comment on s'adapte au bouleversement lié au climat. Alors ça c'est zéro, c'est encore un impensé journalistique quasi total, à part Le Monde qui en fait un gros dossier là-dessus et d'autres qui s'en emparent. C'est vraiment, presque personne n'a compris qu'il allait falloir s'adapter et se protéger des impacts du changement climatique. Et il y a un autre sujet qui est encore plus compliqué que celui du climat, qui est celui de la biodiversité. Et alors là, c'est vraiment, personne ne comprend rien à ce sujet. On est encore dans un truc où la biodiversité, c'est les lions, c'est ne frappez pas les animaux, machin. Très bien, ne frappez pas les animaux. Mais en fait, ça, c'est un milliardième du sujet. Et si on parle de climat sans parler de biodiversité, en fait, on regarde pas le gros du problème. Le problème, c'est pas tant combien de degrés il va faire, c'est qu'est-ce qu'on va détruire de ce qui vit déjà. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le sujet majeur qui est complètement sous les radars aujourd'hui. C'est une bonne question. Je pense que le GIEC, on en parle parce que ça fait 30 ans, parce que, notamment là, dans les derniers rapports, il y a eu des scientifiques qui sont quand même de plus en plus médiatiques, qui sont de plus en plus bons aussi à l'oral, qui vont sur des plateaux télé, qui savent expliquer ce qu'ils font. Et ensuite, la biodiversité, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué. Alors déjà, le GIEC, l'acronyme, il est chiant, mais alors l'IPBES, qu'on qualifie de GIEC de la biodiversité, franchement, on a perdu tout le monde à la moitié de la phrase. Il y a moins de rapports, il y a moins de COP sur la biodiversité aussi. Sur le climat, on en est à 28, sur la biodiversité, on en est à 15, ça va bientôt être la 16e. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se rassurer en pensant que le climat, c'est juste une histoire d'énergie, de CO2, de trucs de plus ou de moins, avec une approche très ingénieure. Alors qu'en fait, la biodiversité, ça échappe totalement à ce regard, parce que c'est tellement plus complexe qu'on peut pas dire on va régler la crise de la biodiversité avec des voitures électriques ou avec des avions verts. Spoiler, l'avion vert n'existe pas, et c'est de la grosse foutaise, mais bon. Je constate pas du tout une lassitude du public, je constate une lassitude du gouvernement, et c'est quand même le gouvernement qui maîtrise une partie de l'agenda médiatique. Et donc là, on constate quand même que depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, ce sujet ne fait plus partie des préoccupations, malgré les promesses selon lesquelles son quinquennat sera écologique ou ne serait pas. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que l'écologie n'est plus autant à l'agenda parce que le pouvoir politique en a décidé autrement. Et par contre, dans le public, moi je sens toujours le même appétit, mais c'est sûr que on va avoir des contenus qui vont avoir une moindre audience parce que c'est un peu moins dans l'air du temps en ce moment. Pour éclater la bulle écolo, il y a un truc qui est extrêmement puissant, mais d'ailleurs pour éclater toutes les bulles, c'est vraiment l'humour, quoi. C'est vraiment un truc que les gens aiment rire, les gens aiment s'informer aussi. Donc nous, en fait, on essaie de faire un truc vraiment simple et funky, c'est ça notre mot d'ordre. On fait beaucoup de pédagogie. On fait des trucs un peu marrants, il y a du dessin de presse, on fait beaucoup de jeux de mots un peu dans la tradition du canard enchaîné, qui est un peu une de mes références à moi. Et on fait des trucs un peu marrants sur Instagram, on essaie de toucher un public beaucoup plus large que les lecteurs de notre newsletter, qui est un public quand même plus habitué à lire, plus CSP+. Donc on s'adresse à plusieurs publics, et sinon en vrai, nous, on n'est pas un média indépendant dans son coin, on est hyper ouvert sur l'écosystème au sens très large des médias. Et on fait aussi des collabs avec d'autres médias, avec Combini notamment, on fait régulièrement des vidéos. Parfois, on parle de sujets méga techniques et experts, genre le rapport du GIEC ou genre la COP28. Et en fait, avec un peu des vannes, avec un texte bien écrit, avec le jeu du montage aussi, parce qu'ils sont très bons en montage à Combini, on arrive à faire des trucs qui sont, tu vois, j'en sais rien, moi, 700 000, 800 000 vues, tu vois. Alors que je parle de la COP28 sur le climat, tu vois, le sujet qui emmerde tout le monde a priori, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une place pour ça.
Ça veut dire que si on fait les choses bien, on arrive vraiment à toucher un public très large avec des infos qui ont l'air a priori très chiantes, très expertes et très déprimantes, quoi. Et ben du coup on arrive à la fin. Mhm. Ah, c'est la surprise. Donc je m'empare de la mallette. Est-ce que la mallette est offerte avec? Est-ce que je peux repartir avec cet objet? Celle-là on la garde. Putain, vous êtes trop des radins. Les journalistes, c'est des radins, ça on le dit jamais. Yeah, le canard enchaîné de la semaine après ma semaine de naissance. Non mais du coup c'est l'actu de la semaine. Mais du coup, c'est l'actu de la semaine de ma naissance, absolument. Trop bien, franchement. Donc je l'ai dit, moi je kiffe le canard, j'ai beaucoup lu le canard enchaîné, notamment quand j'étais ado. Et je suis un amoureux du calembour et du jeu de mots, et je dois dire que je dois beaucoup ça au canard enchaîné. Ah, trop bien, bah oui, il y a déjà la Dream Team, hein, Saddam Hussein, et c'est la guerre du Golfe. Chevènement. Trop cool. Je vais tout à fait défoncer ce numéro du canard dans le train en rentrant, parce que je peux repartir avec, on est d'accord. Ouais bien sûr. Ah yes. Méga classe, je suis méga content d'être venu. Trop bien. J'espère que j'ai pas trop raconté de la demeure.